Je m'appelle Frédéric Bernier, je suis donc fondateur d'Inno-Pegazy, un collectif de talents, stratégie et marque. Nous sommes 35 et nous aidons les organisations, entreprises, associations à se développer et à se différencier en humanisant leur marque. Le marketing humaniste, donc du coup le sujet de la marque sociétale, c'est un sujet qui m'intéresse, que je vais bouger tout. Avec Raphaël, on a essayé de cadrer quelque chose qui pourrait être pertinent pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de marque sociétale. En fait, pour moi, les entreprises et les organisations doivent développer trois marques. Quand en fait, donc j'ai réfléchi par rapport à ce matin, par rapport à vous, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'associations représentées ce matin, dont l'objet de l'association a une mission sociale clairement exprimée. Okay, mais on peut être une association comme une entreprise avec un autre objet. Et auquel cas, c'est pertinent de se dire, cette association a un objet X, donc quelque part, on va promouvoir et on va réaliser des choses. Ça peut correspondre à la marque produit lorsqu'on est une entreprise et qu'on vend des produits et services. Et en même temps, j'ai envie que mon association, nous avons envie de mener des actions sur le plan social, économique ou écologique. Et là, on est sur le sujet de la marque sociétale. Il y a un troisième type de marque qui est la marque employeur. Et quand on est une association avec des salariés, ça peut être pertinent de se poser la question, même quand on est une asso. La marque employeur, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que c'est le bifidus actif de la communication RH, donc qui fait du bien à l'intérieur de l'entreprise, doit se voir à l'extérieur. Voilà. Donc ici, on cherche à acquérir et fidéliser des clients. En haut, on cherche à acquérir et fidéliser des talents. Et à droite, sur la marque sociétale, donc le sujet de ce matin, on cherche à valoriser en fait les actions que nous menons sur le plan donc, social, économique ou écologique. Okay, donc, je me répète, deux cas de figure, soit l'objet de votre association est une mission sociale et auquel cas c'est intrinsèque, soit ça n'est pas le cas et du coup ça peut être intéressant de se dire je vais créer une marque sociétale en complément d'autres choses. Alors pourquoi parler de marque sociétale parce que déjà en soi c'est un axe de différenciation en fait en termes de positionnement d'entreprise. Quand en fait on a une mission sociale, l'objet de l'association a une mission sociale, malgré tout nous ne sommes pas seuls et par exemple il peut y avoir en fait un enjeu de recherche de subventions, etc. Et quand on est en face de soi, on a des acteurs publics, peut-être qu'il faut faire la différence. Et que peut-être qu'il y a une forme de concurrence, entre guillemets, entre des associations en quête de subventions. Donc se différencier, voilà, ça peut être, faut pas dire marketing, bouh, c'est caca, faut pas le faire. Non, en fait, si, ça peut être intéressant de se poser la question de, mais voilà, comment je me positionne par rapport aux autres associations. La marque sociétale permet de se différencier. Ça permet également de nourrir les deux autres marques, c'est-à-dire d'alimenter en fait de façon éthique votre discours sur les actions de l'association. Et pourquoi pas, ça peut séduire en fait des bénévoles potentiels qui voudraient rejoindre votre association, d'accord, ou des talents qui voudraient vous rejoindre en tant que salariés, puisque les trois marques en fait vont, selon moi, s'alimenter en fait respectivement. Pour moi, une marque, la définition d'une marque, pour moi, c'est l'ensemble des expériences vécues par la cible, en fait, okay, à tous ses points de contact. Donc, sur la marque sociétale, si on a un discours social, économique, écologique, il faut que tout cela soit cohérent pendant toutes les expériences d'interaction avec l'association. Donc ça, c'est important. Et pourquoi il faut marketer et se poser la question de comment je communique, tout simplement parce que ça garantit en fait votre cohérence, la cohérence de votre visibilité. C'est pour ça que je trouve que c'est important de prendre le temps de définir une stratégie de communication et d'avoir un plan d'action de communication, soit sur un lancement d'assaut ou un lancement de projet ou un lancement événementiel pour montrer en fait une forme de rigueur, une forme de cohérence, puisqu'en fait, si vous êtes cohérent dans votre communication, on peut aussi imaginer que vous êtes congruent. Pour moi, la congruence est fondamentale, et sur la marque sociétale, c'est encore plus vrai. La congruence, c'est la cohérence entre les paroles et les actes des décideurs, en fait, des associations et de leurs équipes. Et puis, ce qui est important, c'est un extrait d'une infographie de Canal+. Canal+ avait fait des infographies pour expliquer ce que c'est qu'un film.
pour vulgariser, donc de façon un peu décalée, donc comment on fait un film d'horreur, comment on fait un polar, etc. C'était il y a quelques années, et c'était intéressant puisque ça permettait en fait de réaliser la complexité en fait d'un projet de film en fait. Alors, comment faire vivre donc ma marque sociétale? Il y a plusieurs actions. Déjà, le point de départ, c'est de communiquer en interne. En fait, on l'oublie, mais que voilà, valoriser, en fait, exprimer à l'extérieur les actions que nous menons, soit intrinsèquement, soit en complément de notre cœur de notre raison d'être en fait associative, c'est bien d'en parler à l'extérieur, mais déjà c'est pas à une poignée de personnes de décider de quoi on va parler. À mon avis, c'est de façon collaborative. Et puis c'est avant tout de bien vérifier que tout le monde à l'intérieur de l'association ait bien conscience de la raison d'être de l'association, de la vision, de la mission, c'est-à-dire pourquoi, comment en fait on va atteindre cette vision, quelle est notre ambition et quelles sont nos valeurs. C'est souvent très important dans les entreprises. Pour moi, c'est un glissement aussi évident pour une asso. Donc ça se fait à l'intérieur en fait. Et ça doit être porté par, de mon point de vue, le président qui doit incarner en fait la vision de l'association. Donc c'est d'abord en interne. Alors quelques axes concrets, pardon. Ici, donc on parle de web, d'accord. Donc je vais vous montrer des exemples. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo de l'Occitane, d'une marque que vous connaissez, je pense, qui vend des produits. Et là, en fait, on est sur du storytelling sociétal. Donc je vais vous montrer et puis on va décrypter brièvement comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. C'est sur le vocabulaire franglais. Ouais. Ok. Dites-moi le mot qui est. Storytelling. Ouais, je vais vous dire. Storytelling, c'est un insecte en fait. Un insecte qui vit en Amazonie. Le storytelling, en fait, c'est le fait de raconter des histoires. C'est une technique de communication narrative qui a cette extrême puissance de faire passer des messages grâce à l'émotion. Voilà. Barack Obama fait du storytelling, Hitler faisait du storytelling malheureusement. Voilà, on a des leaders en fait qui font beaucoup de storytelling et les marques font du storytelling. Et en fait, on touche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait avec les sciences cognitives que quand en fait on fait vivre des émotions, le cerveau imprime. Alors que quand on est sur un discours très rationnel, en fait, ce qui va passer, c'est surtout la communication non verbale. Donc, vous allez vous souvenir peut-être de mon t-shirt, mais pas du tout de ce que je vous ai dit après-demain. Voilà. Donc, c'est une réalité. Par contre, si je vous fais rire ou je vous fais pleurer, vous allez vous en souvenir longtemps, en fait. Ça ferait rire. Donc, voilà un extrait de l'Occitane. Le groupe cultive des valeurs simples qui se traduisent par des actions concrètes. Chez l'Occitane, tout commence par un ingrédient, transformé dans le respect de la nature et des hommes pour conserver ses bienfaits dans une démarche perpétuelle d'amélioration pour l'exaltation des sens et la beauté des femmes. Des ingrédients locaux, naturels et biologiques, aux origines traçables, composent nos formules. Pour s'approvisionner, nos équipes créent, développent et renforcent des partenariats durables dans le respect des hommes, de leur territoire et de l'environnement. Nous sommes dépendants de la nature et de ce qu'elle nous offre. C'est pourquoi l'éco-conception de nos emballages et de nos formules vise à utiliser avec intelligence et sobriété les ressources naturelles. Nous concevons et améliorons chaque étape de notre activité pour en limiter l'impact sur l'environnement. Les femmes et les hommes de l'Occitane font partie de l'écosystème que nous voulons protéger et voir prospérer. Être attentifs à leurs conditions de travail, à leur épanouissement professionnel et à leur équilibre font partie de nos préoccupations. Je fais une pause. On va arrêter la vidéo parce qu'on a peu de temps. D'habitude, j'ai 1h30, 2h, donc à 20 minutes, il faut que je tienne. Voilà, un extrait, ça vous donne une idée en fait d'un discours sociétal. On est sur du storytelling sociétal, c'est-à-dire qu'en fait, on va valoriser la façon dont nous organisons notre activité sur le plan social. On parle des gens avec qui on travaille,
on parle de nos clients. Sur le plan économique, je crois qu'on a dû nous parler un peu d'éco-conception, etc. Comment ça s'appelle, en tout cas de développement durable et puis de travail avec des locaux, etc. Et puis sur le plan économique, il y a aussi d'autres arguments qui arrivent. Donc ça peut être un format. Donc concrètement, c'est une idée. Vous pouvez réaliser une vidéo pour raconter l'activité de votre association en prenant l'histoire de quelqu'un. Voilà, donc Jacques. Il y a un très bon exemple de storytelling pour moi qui est l'exemple de la Maïf. Le storytelling, il y a de la technicité. En fait, il y a 6 façons de raconter une histoire et notamment ce que j'appelle les archétypes. Et donc la Maïf a fait une excellente pub avec du storytelling. Vous avez tous les segments marketing clients qui sont représentés dans une pub et donc qui sont représentés, qui s'expriment. Et cette pub, elle fonctionne très très bien parce qu'en fait, on s'adresse à chaque segment client qui va prendre la parole et du coup, en face, toutes les personnes vont se retrouver dans le discours et du coup, ça crée en fait un sentiment d'appartenance très fort avec la marque. Donc, quand on est une association et qu'on réussit cela, derrière, ce qui va se déclencher, c'est attirer des bénévoles, attirer des salariés, attirer des acteurs publics pour des subventions, attirer des bénéficiaires aussi, parce que le comble parfois, c'est qu'il y a certaines associations qui font des choses mais qui ont du mal à capter leurs propres bénéficiaires. Donc voilà, donc ça peut être un média intéressant. Ensuite, une autre technique, c'est le rapport d'activité. Donc par exemple, si on prend une petite entreprise comme Airbus, donc qui a en fait un énorme pavé annuel ou biannuel, je ne sais plus, sur la RSE. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, Internet est une mine d'or où quasiment beaucoup de choses sont accessibles et gratuitement et en temps réel. Donc en fait, c'est très facile de mon point de vue de faire un benchmark, donc un comparatif sur ce qu'est par exemple ce type de support. Donc vous pouvez en fait aller chercher dans Google des supports comme cela. Donc ça peut être inspirant. Donc là aussi, je suis une association, je peux faire mon rapport. Voilà, vous savez, on a une obligation de rapport moral. L'idée, c'est de lui donner une coloration peut-être un peu plus forte, créer un document qui ne soit pas soporifique, mais très imagé, qui soit en ligne, connecté. Voilà, ça peut être une bonne idée. Là, en fait, je crois que c'est Chèque. Non, ça c'était. Oui, ça c'est le groupe Chèque Déjeuner qui avait fait une infographie. Une infographie, en fait, il y a 2 sens. En fait, une infographie, c'est une image faite par ordinateur en PAO, mais c'est aussi l'idée de faire du data design. Donc, le data design, c'est designer, donc dessiner, faire une représentation visuelle esthétique et impactante des chiffres clés en fait de l'association. Donc là, c'est l'exemple du groupe Chèque Déjeuner. Et encore une fois, derrière, ça peut être partagé du coup sur les réseaux sociaux. Ce qui est très bien, c'est qu'avec ce genre de support, ça fonctionne après très bien, ça vit sa vie sur Pinterest, qui est un média social image, sur Twitter, ça fonctionne bien. Ici, on est sur Pernod Ricard, donc là on est sur l'événementiel, donc auquel l'événementiel c'est du hors média, donc c'est pas forcément du web, sauf que de mon point de vue, l'événementiel comme aujourd'hui, quand on fait un événement, c'est une excellente occasion de communiquer, même si en fait vous avez peu de monde qui vient ou que l'événement n'a pas le succès escompté, vous avez réussi probablement déjà une énorme action qui est de communiquer avant, pendant et après l'événement, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc faire un événement sur justement votre action sociétale en collaboration avec vos bénévoles, vos équipes et des bénéficiaires, des partenaires publics, etc. Ça peut être également une très bonne idée. Chez Heineken, pour leur rapport moral sur le développement durable, en 2013, ils avaient réalisé un mini site internet. Donc c'est simple, mais c'est encore quelque chose qui reste très efficace, puisque encore une fois, on peut relayer ce site internet. Voilà. On fait ce qu'on appelle du cross-média. Le cross-média, c'est en fait, on va croiser les médias. Donc je vais dire sur Facebook que j'ai un blog, sur le blog je vais dire que j'ai un site, sur un site je vais dire que je fais un événement. Pendant l'événement, j'invite les gens à live tweeter sur notre compte Twitter. Sur Twitter, je vais retweeter une infographie qui était sur Pinterest, et ainsi de suite.
encerclé. Pardon? On est encerclé, ça. Oui, complètement. Voilà. D'ailleurs, vous ne vous doutez pas du nombre de personnes qui vont lire les tweets de ce matin. Ensuite, la fondation EDF. Donc là, typiquement, on est sur une page Facebook. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée en fait pour une association d'avoir une page Facebook. Donc pas un profil, ne faites pas l'erreur de faire un profil avec des amis. C'est pas une bonne idée. C'est vous créez une page, d'accord, avec des fans, puisqu'en plus vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez analyser. Si après on va plus loin, on peut regarder la performance de la page. On peut promouvoir. En ce moment, il me reste combien de temps? C'est fini. Ah, c'est fini. Non, encore 3 minutes. 3 minutes. 2 avec les questions. Ok. Ah oui. Pardon. C'est timé, hein, on m'a dit. Okay. Donc une page Facebook. Donc ça non, ça. Non. Oui, ça oui. Donc Faire une des baseline exemples, instrument. Donc en fait, comme on est sur du marketing, ce qui est très intéressant, c'est que la marque sociétale, c'est une marque à part entière. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir une dénomination sociale d'association qui peut être en même temps le nom commercial entre guillemets de l'association. Pour autant, si vous avez un projet particulier sociétal, vous pouvez créer un nom de marque pour ce projet. C'est l'exemple de Sanofi qui a créé Sanofi RSE Minnesos-Parayuta. Voilà. Vous avez carrément deux marques, c'est-à-dire le nom Sanofi RSE et une baseline en dessous. La tendance aussi, c'est ce que j'appelle la marque projet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément une structure ou une asso complètement, c'est juste on a un projet ponctuel et on va communiquer, on va créer une marque sociétale pour le projet. Donc c'est ce qu'a fait Bell avec des sourires pour l'avenir ou le groupe Chaque Déjeuner Challenge RSE. Vous pourrez trouver une vidéo d'ailleurs là-dessus sur internet. Au Crédit Agricole, c'est l'acronyme FRED. FRED qui est en fait l'acronyme du dispositif RSE du Crédit Agricole au niveau national. Donc là aussi très intéressant, ils ont créé une marque spécifique avec des médias spécifiques. Et je vous invite à visiter en fait des réseaux sociaux de ces marques puisque c'est assez inspirant. Donc sur la fondation Bouygues Télécom, c'est leur page Facebook à aller voir. Sur EDF, c'est leur compte Twitter sur justement ce qu'ils font sur la communication sociétale. Ikea en 2011 a fait un partenariat avec la fondation Abbé Pierre. Là aussi on trouve des traces sur le digital. Et enfin Deloitte qui sur son compte LinkedIn dans sa façon de recruter, dans sa marque employeur, dans sa façon de recruter, parle beaucoup des actions sociétales. Et deux conseils pour finir, spécifiquement par rapport à Facebook. Deux choses fondamentales, c'est d'inviter en fait vos fans à participer à la vie sociale de votre marque, c'est-à-dire vraiment de partager ce que vous vivez de l'intérieur. Il n'y a rien de mieux que oublier de la communication égocentrée, vous parlez de vous et de ce que vous faites. Non, parlez en fait de ce qui va des leviers de motivation, de bénévolat et des centres d'intérêt de vos bénévoles et de vos bénéficiaires. Mais ne parlez pas de vous et de ce que vous faites. C'est paradoxal, c'est une gymnastique intellectuelle et c'est beaucoup plus performant en fait. Vous êtes plus dans ce qu'on appelle de brand content, le contenu de ce que vous faites, donc, et non pas de qui vous êtes. Transformer vos fans en ambassadeurs, et ça se fait au quotidien, donc sur les réseaux sociaux. Donc il faut éventuellement quelqu'un dans l'asso qui, je sais pas, une heure par jour, va être sur Facebook et va poser des questions aux fans, interagir avec eux et progressivement co-construire les projets futurs de l'association. Voilà. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Ouais.